Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous présentons la troisième analyse de Simon Kazungu. Merci à tous les internautes qui ont liké notre vidéo du samedi passé. Nous vous croyons encore nombreux à suivre aujourd'hui les informations et les analyses. Nous allons parler aujourd'hui de l'avant-projet d'accord de Washington et du communiqué de Doha. Déjà, une mauvaise nouvelle, très chers internautes. La mauvaise nouvelle, c'est que hier, vendredi, c'était le 2 mai 2025, date tant attendue par tous les Congolais. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien eu à Washington. Au contraire, nous sentons qu'il y a d'autres pays qui interviennent, comme la France, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. Les gens se posent des questions de savoir pourquoi encore la France, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Nous en prenons aussi et voyons des photos d'Olusegun Obasanjo. Nous voyons beaucoup d'acteurs politiques qui se mêlent de la question de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, la question congolaise, c'est une question d'enjeu mondial, tel que j'ai l'habitude de le dire. C'est une question d'enjeu mondial et il ne faut pas que ça nous étonne que toute l'humanité soit vraiment en action pour chercher à résoudre cette grande question de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit, et je le répète, la mauvaise surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de projet, tant entendu, entre la RDC et le Rwanda. Et les mauvaises histoires continuent, c'est que au niveau du M23, la route Sake-Walikale, on la commence hier comme pour dire que nous restons ici, nous sommes encore là pour longtemps, nous commençons une route et ils ont dit qu'ils allaient l'asphalter alors qu'on sait bien que c'est une route qui doit faciliter à l'évacuation des matières premières. On va se dire, mais construire une route, c'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. Il faut que les gens de Massissi qui ont tant souffert et de Walikale puissent avoir une bonne route. Mais pour quel but? On sent bien que c'est pour l'évacuation des minerais, des Rubaya. Et il faut que ça s'évacue rapidement parce qu'il y a la route aussi Goma-Rutshuru qui est en état de délabrement total. Et il ne faut pas qu'on commence surtout par celle-là parce qu'on doit commencer par la priorité qui est la route nationale. Là, c'est moi. Les mauvaises nouvelles, c'est que aussi Nanga, qui est de l'AFC, qui est M23, lui dit que, ok, nous ne voulons plus parler de Doha ou de Washington, ça ne nous concerne pas. Nous allons continuer la guerre parce que nous savons que notre ennemi, c'est le président Tshisekedi. Il est considéré comme Jonas, qu'il faut jeter à l'eau. Vous sentez que l'esprit même du communiqué de Doha disait qu'on devait éviter des langages de haine, des dérapages de langage, mais on sent bien que Nanga continue à attaquer personnellement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en le considérant comme un Jonas qu'il faut jeter à l'eau pour que le Congo puisse évoluer. On peut parler d'autre chose, mais il ne faut pas que le président Tshisekedi soit là. Donc, ce sont des mauvaises nouvelles. Une autre mauvaise nouvelle, c'est que ça continue. L'exploitation continue. Il y a des mauvais langages qui continuent. Aussi, la prise de Lunyasenge. La prise de Lunyasenge hier en territoire de Lubero a été prise par le M23 dans la journée d'hier comme pour dire que le cessez-le-feu ne compte pas. Vous savez que la manière de fonctionner de ceux-là qu'on appelle les combattants Ingotani, c'est-à-dire ces combattants-là qui ont commencé les années 90 à attaquer le Rwanda, qui sont arrivés avec l'AFDEL, qui ont commencé avec le CNDP, ils ont commencé le M23-1, M23-2, ils ont une technique qui ne doit pas être oubliée, c'est la technique qu'on appelle en anglais token fight. Au moment où ils parlent, au moment où ils négocient, ils se battent aussi. Depuis 2021, depuis que le conflit deuxième M23 ou M23 série 2 a commencé, vous allez découvrir avec moi dans ces analyses que nous sommes au 6e cessez-le-feu.
On décrète des cessez-le-feu, mais on sent que ces cessez-le-feu sont des passes en or de ces rebelles pour qu'ils puissent encore conquérir le terrain. On a signé un communiqué à Doha, mais voilà que l'Uniaseng est pris. Et petit à petit, on sent que les gouvernements congolais, les FARDC, ils se taisent, ils respectent bien le cessez-le-feu, mais au même moment, le M23 est en train de conquérir et ils se disent qu'ils doivent aller à Butembo, Beni et conquérir tout le Nord Kivu ou la partie nord de la province du Nord Kivu. C'est ça la méthode. Nous ne devons pas oublier que dans l'histoire des années 90, je parle ici de 1994, il y avait des pourparlers entre les Rwandais. Les Rwandais qui se battaient, les Tutsis d'un côté, qu'on appelait les Ingotagni, qui se battaient contre le gouvernement d'Abiyarimana. Il y avait aussi des réunions, et la première réunion, la réunion qui était là, c'était Arusha. Il y avait des conventions à Arusha, on a signé, tous les présidents, beaucoup de chefs d'État étaient impliqués, entre autres Mobutu Dizaïr, il était impliqué, il y avait le président du Burundi qui était impliqué, et beaucoup d'autres chefs d'État. À la grande surprise, au moment où les Ingotagni, ou l'APR, de ces moments-là, au moment où ils étaient en négociation avec le gouvernement rwandais de la place à ce moment-là, il y avait un groupe d'à peu près 500 militaires qui étaient à la CND, le palais du peuple du Rwanda. C'est à ce moment-là, en quittant Arusha, de la réunion d'Arusha où on croyait qu'on allait avoir des compromis, on a bombardé l'avion du chef de l'État rwandais, Abiyarimana, et nous en connaissons les conséquences jusqu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que les Congolais ou le gouvernement congolais puisse croire qu'en parlant à Doha, en parlant à Washington, nous allons arriver, c'est fini, on doit croiser les bras, on doit dormir, on doit faire très très attention parce que l'ennemi, il sait que sa technique, c'est talk and fight, parler et se battre. Et je crois que le gouvernement congolais est en train de suivre presque le même pas parce que, je vous dis, je vais parler de mauvaises nouvelles aujourd'hui, c'est que le gouvernement congolais a passé des commandes de drones pour se battre, bien évidemment. Il y a le gouvernement congolais qui est à la recherche des mercenaires. On parle de Blackwater, on parle d'autres mercenaires américains qui doivent venir pour sécuriser les mines, pour sécuriser la famille du chef de l'État. Donc, les deux, on sent qu'il n'y a pas de confiance. La plus grande difficulté maintenant, dans ces accords, dans tout ce que nous allons avoir, c'est le manque de confiance qui existe entre le M23, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler à tous les téléspectateurs ou tous les internautes qui sont en train de nous suivre que nous devons faire très très attention. Le gouvernement aussi de la République démocratique du Congo semble poursuivre. Il y a des poursuites contre l'ex-président, l'ancien président Joseph Kabila. Maintenant, la justice est à sa poursuite. Il y a une demande de levée d'immunité qui a été envoyée au niveau du Sénat. Tout ça semble être des nouvelles qui semblent bloquées. On se demande où est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ce qui se passe à Doha va réellement aboutir ou ce qui va être signé à Washington? Est-ce on va décrocher vraiment une feuille de route correcte ou on va décrocher un cessez-le-feu ou on va décrocher un projet de paix entre la République démocratique du Congo d'une part et le Rwanda et de l'autre part la République démocratique du Congo et le M23. Même si avant, et tout le monde sait que qui dit M23 dit aussi le Rwanda. Mais on a lutté de telle façon qu'il y ait deux processus, un processus qui parle du Rwanda, de la RDC et du Rwanda, et un autre processus qui parle de la RDC et du M23. Il y a aussi, les scientifiques se lèvent, les politiciens se lèvent, ils se disent, mais nous, vous voulez brader les minerais, vous voulez vendre les minerais, parce que dans cet avant-projet, on a parlé des ressources naturelles, on s'est dit, mais ces ressources naturelles-là, vous voulez les brader aux Américains, vous voulez les brader avec les Rwandais, qu'est-ce qui se passe? Je me réfère à la thèse du professeur docteur Samuel
Samuel Kisalia, qui est un membre du parti que je dirige, la DCF Nyamwisi. Il est d'ailleurs le fédéral du Nord Kivu. Lui qui a parlé des ressources naturelles transfrontalières fluides. Il a parlé dans sa thèse de ces ressources et il a parlé en même temps du gaz méthane qui est entre la RDC et le Rwanda. Et là, les juristes savent de quoi il s'agit, des ressources naturelles qui sont transfrontalières. Je vous réfère à vous, les scientifiques, d'exploiter sa thèse qui a été défendue à l'Université catholique du Graben. Il y a aussi l'homme naturel, l'homme normal de la rue qui se dit, écoutez, même si vous parlez de bradage, si à travers ces minerais, nous pouvons avoir la paix, pourquoi ne pas faire un bon deal? Parce qu'il y a un deal qui est entre la RDC et les États-Unis. Pourquoi ne pas faire ce deal au moment où nous savons que le minerai est en train d'être transporté de Rubaya au Rwanda sans connaître où va l'argent et qui est gestionnaire de cet argent? On se dit, si on va exploiter ces minerais et connaître la paix, nous, tant mieux, parce qu'au Nord Kivu, on a besoin de l'agriculture, on a besoin de la paix pour qu'on puisse rentrer au champ et continuer. Donc voilà la question maintenant qu'on se pose. Faut-il croire à ces deux processus de Doha, le communiqué de Doha qui nous avait très très intéressés? Ça a vraiment ravivé le moral de tous les Congolais, et croire aussi à cet avant-projet qui a été signé aux États-Unis entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda par l'intermédiaire du secrétaire d'État américain Rubio. La réponse c'est oui et non. Il faut y croire parce que les États-Unis y tiennent. Ils tiennent à ces accords, ils tiennent à cet avant-projet parce qu'ils savent que c'est une question d'enjeu mondial. S'ils ne parviennent pas à résoudre cette question, il y a les Russes, il y a aussi les Chinois qui peuvent sauter sur l'occasion pour exploiter les matières premières et stratégiques qui sont en République démocratique du Congo. Des deux, il y a aussi les États-Unis, par leur prestige, ils veulent démontrer que c'est eux qui sont les leaders à travers le monde. Vous allez être d'accord avec moi qu'au niveau même de l'Ukraine, ils veulent résoudre la question avec la Russie. Donc, nous devons garder notre souffle. Nous croyons bien qu'il y aura un cessez-le-feu effectif, même si on ne doit pas dormir, on doit ouvrir l'œil. Nous croyons aussi que la feuille de route ou l'accord, l'avant-projet va être signé et on va avoir un projet et nous pouvons avoir la paix en République démocratique du Congo, à l'est, où nous pouvons rentrer dans nos champs, cultiver les pommes de terre, les maïs, voir nos vaches et encore boire du lait. Voilà pour cette première analyse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'administration de la République démocratique du Congo. Nous avons des gens qui ont émis des idées très très intéressantes par rapport à cette administration. Entre autres, mon ami et frère, le président Chivula, le président de MCU, un mouvement congolais uni, il a parlé de cette administration et il a dit que l'administration, c'est la base même du développement d'un pays. Nous ne pouvons pas développer la RDC avec une administration qui est malade. Je suis en train de remercier ici le chef de l'État, à travers aussi le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans tout ce qu'elle est en train de faire, à essayer de résoudre la question du barème salarial, les différences dans le barème salarial. C'est une très très bonne chose. Le ministre Liaou est en train de se battre, mais nous voulons aussi qu'on parle du vieillissement du personnel en République démocratique du Congo. On a des gens qui atteignent 80 ans et qui sont dans l'administration. On a des gens qui ont 75 ans, qui ne savent pas marcher, ils sont dans l'administration. 80 ans, vous êtes directeur d'école primaire, inspecteur, vous êtes enseignant. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des solutions par rapport à la mise en retraite du personnel de l'administration de la République démocratique du Congo. Et nous allons avoir cette jeunesse
qui va avoir du travail après avoir été entraîné. Nous ne disons pas qu'on doit faire une table rase par rapport à tous les anciens. Ils doivent entraîner la jeunesse, mais aussi les recrutements doivent se faire d'une manière correcte. La jeunesse se plaint toujours que les recrutements, quand il s'agit des FARDC et de la police, il y a beaucoup de communiqués sur les radios, sur tous les médias, à la télévision, mais recruter à la DGDA, recruter à la DGI, à la DGRAD, pourquoi il n'y a pas trop de tambours et pourquoi ça ne doit pas se faire d'une manière professionnelle? On apprend toujours que c'est l'enfant de tel directeur qui est devenu tel dans la DGDA, c'est l'enfant de tel ministre qui est tel à la DGI, et ça ne doit pas aller comme ça. Donc, il faut qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, même si aujourd'hui on parle du salaire, on doit chercher des solutions par rapport au vieillissement du personnel, par rapport aussi barème salarial. On a déjà une solution, on doit trouver une solution par rapport aussi au recrutement qui doit se faire d'une manière correcte. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui sont très très intelligents, mais ils n'ont personne, ils n'ont aucun député dans leur famille, ils n'ont personne qui peut parler. Nous voulons que cela change et que toutes les autorités s'y mettent, qu'on ait des appels d'offres de boulot à la DGI, à l'OFIDA et partout. L'information du jour, c'est l'arrivée du gouverneur, le lieutenant-général Luboya, qui est arrivé à Bunia avant-hier. Ça a été un accueil très très chaleureux. On sent qu'il y a la population de Bunia qui l'aime, à moins qu'on ait donné des billets aux gens pour qu'ils viennent l'accueillir. Mais nous sentons que c'est un gouverneur qui est aimé. Petit à petit, les militaires commencent à avoir du pouvoir, ils goûtent du pouvoir, et les civils commencent à aimer des militaires. On doit faire très attention avec notre démocratie. On doit faire très attention de la manière dont nous, les civils, nous dirigeons. J'ai été récemment à Bunia, j'ai vu ce qui se passe comme œuvre, les routes qui sont asphaltées, j'ai vu l'aéroport qu'on cherche à améliorer. Je me dis, est-ce que nous, les civils, nous ne sommes pas à un certain moment faibles, et nous devons apprendre aussi des militaires qui, quelquefois, nous accusons d'être faibles, alors qu'ils sont capables aussi de faire de grandes choses. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de nos analyses de ce jour. Nous vous rappelons que nous avons parlé de Washington et Doha. Nous avons aussi parlé de l'administration en République démocratique du Congo. Nous vous avons informé sur ce qui se passe en Ituri. Merci beaucoup, à la prochaine et ciao.